Yes, bienvenue tout le monde. Bienvenue aux visages connus et aux nouvelles personnes. Bienvenue à cette table rouge, édition numéro 19, non 20. Ah. Mon Dieu, on est déjà rendu à la 20e édition. Yes! Alors, bienvenue tout le monde. Je vous invite dans le chat à écrire de où vous arrivez ou de où vous vous trouvez dans le monde en ce moment, juste pour avoir un petit portrait de notre communauté ce soir éphémère. Peut-être que la réponse est dans mon char, comme Doudou. Doudou ne nous répond pas, ça va être plus safe. C'est ça. Génial. Fait que merci d'être avec nous ce soir, tout le monde. On est vraiment contente de vous recevoir encore une fois. C'est vraiment devenu une tradition, les tables rouges. J'en reviens pas à chaque fois de voir à quel point la tradition se perpétue puis qu'on voit des gens revenir. Ça nous touche toujours de voir des visages connus et des nouveaux. Je vais juste vous dire que les petits bonhommes qui sont des madames qui dansent, qui sont à côté des noms, c'est les gens de l'équipe Levary. Donc, il y a Juju qui est avec nous ce soir, Juline, Daphne, qui est notre scribe, Marie-Aude, qui est notre grande organisatrice des tables rouges, et Olivia, qui est là aussi cofondatrice de Madame Levary, avec ses beaux biceps. Et on a également nos invités avec une petite étoile, les sex-maîtresses qui sont là avec nous ce soir. Merci d'être là. Et ils sont un magnifique trio. Moi, je les trouve super belles. Je suis comme tellement contente de les voir dans un même écran. Juste ça, ça me rend de la joie. Donc, ce soir, on est super excités de recevoir pas une, mais donc 3 invités. C'est des femmes exceptionnelles ce soir. Donc, on a Audrey, Sarah et Valérie, qui sont tous 3 diplômés de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de leur âme. Là, je reprends leurs mots. Donc, pendant la pandémie, ils ont décidé de partir un projet de podcast qui s'appelle Les Sex-Maîtresses. Donc, pour elles, parler des menstruations, de sexualité et de sujets féministes, c'est tout à fait naturel. Donc, c'est elles qui vont nous entretenir ce soir. Donc, au menu, sexe, malaise et menstruation. Donc, on va parler des mythes reliés aux menstruations, de sexualité et d'autres sujets croustillants. Et avant de se lancer, je voulais juste vous donner quelques petits points techniques pour s'assurer que le déroulement de la soirée soit le plus fluide possible, sans vouloir faire de jeu de mots plates. Très on vous encourage, quand vous aimez des propos ou quand vous raisonnez avec un propos, de faire des petits signes de main, comme ça ici. C'est notre façon de c'est comme des applaudissements silencieux. Vous pouvez faire des cœurs aussi. Et l'autre chose qui est vraiment le fun dans nos tables rouges pour les nouvelles, surtout, c'est qu'on est une communauté, on sait que vous avez toutes des histoires, puis des trucs, puis des conseils à partager, puis des histoires qui peuvent nourrir le reste de la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager sur le chat si vous avez des liens, des suggestions à faire par rapport aux sujets qui vont être abordés. Le chat, c'est vraiment un endroit pour tout le monde où tout le monde participe. Puis souvent, il y a vraiment des pépites d'or là, fait qu'on vous invite à participer de cette façon-là. Et aussi, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la soirée, vous pouvez également utiliser le chat pour écrire les questions. Puis à la période de questions, on va pouvoir reprendre ces questions-là et les poser à nos invités. Donc, yes, moi, je suis tellement excitée de juste laisser la parole aux sex-maîtresses. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être rajouter un mini... Je vous laisse la parole. Oui. Je vais juste que pour les personnes qui présentent, c'est toujours le fun, même si on est en virtuel, de pouvoir voir des visages, puis voir les réactions, ça donne de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras, puis toutes celles qui ont déjà allumé vos caméras, merci. Ça donne vraiment, ça rend l'expérience plus humaine, plus de fun. Puis, à vous les maîtresses. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction aussi, Erika. Merci à toute l'équipe de Madame Levary. On est vraiment honorés d'être ici avec vous aujourd'hui. On va partager notre écran pour que vous puissiez voir nos petites présentations. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on va vraiment parler de menstruation, mais plus précisément de sexe, de malaise et menstruation. On veut vraiment comprendre l'origine du dégoût pour s'en libérer. Donc, je passe la parole à ma collègue Sarah. Allô? Je vais nous présenter rapidement. On est les sex-maîtresses. Valérie, Audrey, Sarah, vous allez finir par vous reconnaître avec nos voix aussi.
On est dans la vie, là, on est 3 amis et 3 colocs. Donc, pendant la pandémie, on a encore plus appris à se connaître et à être collés ensemble. Notre amitié a vraiment débuté lors de nos études, justement, en sexologie. On avait plein de discussions super intéressantes sur tous les enjeux sociaux. Là, on était prêts à changer la planète au complet. Puis, de fil en aiguille, on est devenus amis. Puis, c'est ça aussi qui a apporté notre idée de balado, parce que tout le monde nous disait que nos conversations de salon devaient être donc bien intéressantes. Puis oui, là, elles sont super intéressantes. On s'est dit, on va s'enregistrer. Donc, on a un balado, comme je viens de mentionner. Puis l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de rendre accessibles des sujets à saveur sexologique ou à saveur féministe, puis vraiment de les rendre vulgarisés là, pour que tout le monde puisse mieux les comprendre. On espère aussi susciter des réflexions, puis même juste semer des petites graines là, dans vos réflexions. Puis on adore quand les gens nous disent qu'ils ont eu une discussion par la suite, après avoir écouté un épisode avec leurs partenaires, avec leurs amis, puis que ça peut ouvrir à des discussions. Juste là, on est super satisfait de ce projet avec ça. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, là, donc vous pouvez les voir sur notre petit PowerPoint ici présent. Et on vous encourage dès maintenant à aller nous suivre sur toutes ces plateformes-là. Donc, juste avant d'entamer le brise-glace, on aurait des petites questions pour vous sous forme de sondage. Vous allez les voir apparaître sur l'écran. On vous encourage à cliquer pour répondre. Donc, pour la première question, avez-vous déjà été mal à l'aise de parler de menstruation? Toujours, souvent, parfois ou jamais. Donc, on vous encourage à y aller, répondre spontanément. La première question. La deuxième question, avez-vous déjà éprouvé de la honte d'être menstrué? Encore une fois, les mêmes choix de réponse, souvent, toujours, parfois ou jamais, ne s'appliquent pas. Troisième question, avez-vous déjà été inconfortable d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations de vous ou votre partenaire? Même choix de réponse, toujours, souvent, parfois, jamais ou ne s'applique pas. On vous laisse encore répondre. Donc, c'est 3 questions qu'on vous pose pour savoir un peu où on vous retrouve aujourd'hui, tu sais, comment on commence cette présentation. C'est vraiment le fun de voir les flèches qui bougent. Là, comme c'est ça, on répond. C'est super intéressant. On a déjà 43 sur 52 qui ont répondu, donc peut-être que les 7 ans, j'allais dire, ils ont peut-être aux toilettes, comme disait Mélissa. Oui, donc on voit ici que avez-vous déjà été mal à l'aise de parler de menstruation? 61% parfois. Donc ça, c'est parlant vraiment. Deuxième question, avez-vous déjà éprouvé de la honte d'être menstrué? Encore une fois, parfois, 52%, c'est quand même beaucoup. Jamais 26%, je suis quand même contente de voir ça. C'est le fun. On va le prendre. 3, avez-vous déjà été inconfortable d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations? Parfois, toujours, souvent. Donc, on voit là, ici là, que notre présentation va certainement vous parler aujourd'hui. Je vais poursuivre avec le petit brise-glace. Donc, pour le brise-glace, on va vous demander encore votre participation. Pour la première question, on vous invite à réfléchir et commenter dans le chat tous les mots positifs qui vous viennent à l'esprit quand on parle de menstruation. Donc, vraiment spontanément, juste en un mot, les trucs positifs qui nous viennent à l'esprit quand on pense à nos menstruations. On vous donne un petit 30 secondes pour le faire. Vie, intuition, fertilité, élimination des toxines, renouveau, puissance, libération, beauté. J'adore. Lâcher prise, femme, santé, libido, absence de grossesse, sororité. Excellent. Libération, beaucoup, hein? Force, j'adore. OK, maintenant, nourriture. On vous invite à faire la même chose, mais cette fois-ci, de commenter dans le chat les mots négatifs qui vous viennent à l'esprit quand on parle de menstruation. Douleur, hémorragie, douleur, SPM, tabou, honte, sale, produits jetables, fatigue, dépenses, inconfort, anémie. C'est super parlant. Merci.
chaleur, humidité, lourdeur, oui, définitivement, douleur, inconfort. D'humeur. Merci beaucoup. Wow. Oui, en fait, c'est vraiment pour faire le contraste entre... c'est ça, c'est vraiment pour vous mettre dans le bain du contraste entre les perspectives positives et les perspectives négatives qu'on a au sujet de nos menstruations. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par la compagnie de sous-vêtements menstruels Thinx auprès de 1500 femmes en 2017, où 58% des femmes s'étaient déjà senties gênées d'avoir leurs règles. Puis la moitié des personnes interrogées ont admis aussi avoir un malaise quant au fait d'être menstruées. Donc, comme vous avez pu témoigner dans le sondage et dans le petit brise-glace, il y a vraiment un contraste là, quand on pense aux mots négatifs puis quand on pense aux mots positifs. Puis on peut comprendre qu'il existe encore une connotation négative, empreinte de dédain, de honte, de dégoût. Hein, on a parlé de saleté, etc., qu'on associe aux menstruations. On continue. Donc, bon, on a vu aussi vos réactions, ça à quoi ça vous fait penser, les menstruations. C'est quand même assez divers. Il y a de la diversité dans vos réponses, mais vraiment, c'est quand même assez dichotomique, là. Donc, il faut vraiment se rappeler que chaque jour, il y a 800 millions de personnes qui ont leur menstruation. Fait que ça, c'est presque 21 fois tous les Canadiens. Donc, c'est une expérience qui est vécue par plus de 2 milliards de personnes sur la planète. Là, 2 milliards, vous allez me dire, ben là, c'est pas la moitié de l'humanité. Non. 2 milliards, c'est parce qu'on considère des personnes entre 12 et 45 ans qui sont en mesure d'avoir des menstruations. Donc, quand même, ça fait une méchante pelletée de personnes qui sont menstruées. Okay? Pourtant, les menstruations sont une honte universelle, le silence est la règle la plupart du temps. Ça affecte les personnes parmi nous qui ont leurs règles de plusieurs façons. Donc, on va utiliser plusieurs moyens pour les cacher. On va avoir une certaine crainte aussi d'être exposé ou d'avoir honte quand on se tâche, par exemple. Donc, ce fait-là, ça nous amène à penser que le silence nous prive de notre pouvoir. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça nous empêche la honte et le fait qu'on a justement la honte, le dédain, le fait qu'on n'en parle pas, ça nous empêche d'exiger plus de connaissances, des meilleurs soins, des produits menstruels plus efficaces, des prix plus bas aussi, hein, juste l'accessibilité aux produits menstruels, puis davantage de recherche à ce sujet-là. Fun fact, il y a 5 fois plus d'études sur les dysfonctions érectiles qui touchent 20% des hommes, que d'études sur le syndrome prémenstruel qui touche 90% des personnes menstruées. Fait que ça nous montre un petit peu le manque de recherche, le manque de visibilité sur le cycle menstruel. Puis, fait que c'est pas mal ça pour l'état de la question. Les menstruations sont lentement mises en lumière, mais on a encore beaucoup de retard à rattraper en ce qui concerne le tabou des menstruations. Donc, aujourd'hui, bon, comme à l'école, on vous a fait une petite présentation. On va parler de où est-ce que ça vient le dégoût, le dédain des menstruations. On va parler de l'origine dans le vocabulaire, dans l'éducation par rapport aux menstruations, puis les menstruations et la sexualité. Ensuite, on va vous donner quelques exemples d'initiatives qu'on trouve vraiment le fun pour détabouiser les menstruations. Puis, on va vous faire un petit wrap-up de qu'est-ce qu'il y a à retenir. Bon, ben on commence, on rentre dans le vif du sujet. Puis je parle assez vite, donc vous pouvez me le dire si c'est trop rapide à votre goût. Tout d'abord, il n'y a pas une seule cause au fait que les menstruations sont encore un sujet tabou, ici comme ailleurs. Les points qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, des pistes de réflexion. Donc, on n'a pas la science infuse, là, donc on vous lance toutes ces pistes de réflexion-là aujourd'hui. Premièrement, avez-vous remarqué à quel point on utilise toutes sortes d'expressions, toutes sortes de mots pour parler des menstruations? Là, je vous en ai mis une couple que vous avez probablement eu le temps de lire pendant que je parle. Si vous en connaissez d'autres, on vous invite à les indiquer dans le chat. C'est toujours le fun de savoir de voir l'imagination des êtres humains pour parler des menstruations. Moi, mon préféré, c'est avoir une scène de crime dans ses culottes. Je trouve ça
Aïe, aïe. Tragiquement drôle. Ouais, tragiquement drôle, c'est vraiment les bons mots pour le décrire. Justement, il y a certaines expressions qu'on trouve drôles, il y en a qu'on trouve peut-être moins drôles ou moins appropriées. On peut déduire que tous les détours qu'on utilise pour éviter de parler des menstruations avec les vrais termes, c'est bel et bien une trace qu'il reste un tabou. En fait, en nommant pas les menstruations telles quelles, on renforce réellement l'idée que ça ne doit pas être nommé. Donc, encore moins le nommer à voix haute. Fait que si même les mots qui sont liés aux menstruations sont gênants, c'est facile de s'imaginer à quel point avoir ces menstruations, ça peut être malaisant et tabou et honteux, etc. Donc, aujourd'hui, on vous invite à réfléchir au fait que prononcer des mots liés aux menstruations vont permettre de mieux les... Éviter de prononcer les mots liés aux menstruations permet de mieux les stigmatiser. Tout d'abord, les euphémismes et les tabous aux menstruations sont vraiment anciens. On trouve même des mentions des menstruations dans la première encyclopédie latine qui date de genre 73 après Jésus-Christ. Je vais vous lire le beau passage. Le contact avec le sang menstruel rend le nouveau vin aigre. Les récoltes qu'il a touchées deviennent stériles. Les germes meurent. Les graines des jardins se dessèchent. Les fruits des arbres tombent. Le tranchant de l'acier et l'éclat de l'ivoire s'émoussent. Les ruches d'abeilles meurent. Même le bronze et le fer sont aussitôt saisis par la rouille et une odeur horrible remplit l'air. Goûter à ce sang rend les chiens fous et infecte leurs morsures d'un poison incurable. Oh my God! Ouais. Dramatique. On peut voir que ça fait legit 2000 ans qu'on croit que le sang menstruel est apocalyptique, là, genre c'est la fin du monde littéralement. Puis donc c'est dangereux pour la nature, les animaux, puis même les métaux, là, le bronze puis le fer, ces hydrouilles, comme tout se ruine à cause du sang menstruel. On commence là. Moi, je voulais juste ajouter que j'avais rencontré une personne pendant un voyage, mais ça fait 4 ou 5 ans, puis qui tenait des propos comme ça, puis je me suis dit, c'est tellement bizarre, je rencontre cette personne au milieu de nowhere, puis je me suis rendu compte que ça fait partie des séquelles de la colonisation qui a été chrétienne, qui a été comme un outil incroyable de répression, puis je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment... Ouais. De domination. Ouais. De domination puis de manipulation. Là. Ben justement, en parlant de chrétienté. Oui, c'est ça. Tu as bien introduit ma prochaine diapo. Pour continuer sur une autre note aussi, on peut penser aux religions. Dans les religions monothéistes, donc par exemple, dans les religions monothéistes, il va exister vraiment une diabolisation du sang menstruel. Là, encore une fois, on peut penser à la Bible, le Coran, la Torah. La personne menstruée est vraiment impure. Il faut parfois même s'abstenir de certaines activités et contacts humains quand on est dans ces menstruations. Comme on est toutes les trois baptisées, on a trouvé plus sensible de donner un exemple de la Bible. Donc voilà, quand une femme aura un flux de sang dans sa chair, elle sera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout meuble sur lequel elle se couchera pendant son impureté sera impur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Donc, ici, on peut voir qu'ils ne connaissent pas de synonyme au mot impur. Parce que clairement, c'est comme le seul qu'ils savent utiliser. Mais plus sérieusement, on comprend assez clairement que les personnes menstruées souillent tout ce qu'elles touchent, encore une fois, dans les religions, ou en tout cas dans la Bible. Bon, lorsqu'on n'est pas en train d'accuser les religions d'avoir entretenu le tabou entourant les menstruations, les spécialistes, toutefois, ne s'entendent pas sur l'origine du tabou menstruel ou même la fonction du tabou, là, à quoi ça sert ce tabou-là. Puis là, je me suis lancée dans des recherches, là, puis c'était comme un trou noir, OK? Il y avait tellement de bonnes théories, mais j'ai dû faire des choix pour la présentation aujourd'hui, mais je vous invite à tomber dans le même trou noir que moi, c'est super intéressant. Bon, pour commencer, on parle de Freud. Notre meilleur ami Freud, meilleur ami, là, entre grandes guillemets, a dit que c'était la peur du sang. Donc, on s'entend que si on a peur du sang, ben, on a comme manifestement peur des personnes menstruées aussi. Donc, peut-être de là aussi viendrait la peur des personnes menstruées. Je ne vais pas élaborer sur Freud, on va laisser ça tel quel. Ensuite, on a Alan Court qui a soutenu que le tabou aurait commencé parce que les premiers êtres humains trouvaient le sang menstruel salissant. OK, peut-être que sans laveuse sécheuse,
c'était peut-être salissant. Encore une fois, c'était comme une piste de théorie, mais il n'élaborait pas assez pour que je puisse mieux vous expliquer que ça. Aussi, tout le monde connaît le philosophe Aristote, ou en tout cas, vous allez apprendre à le connaître avec ce fun fact sur lui. Ça, c'était à l'Antiquité, qui va déclarer que la femme est un être incomplet et inférieur. Puis, cette pensée-là va avoir beaucoup d'effets sur la société moderne, là. Puis, en fait, ça va beaucoup influencer l'histoire de la médecine en Occident. On peut penser, par exemple, au concept que les femmes, c'est le sexe faible, ou la fragilité masculine, ça vient tout de notre ami Aristote. Ce qui peut aussi, justement, amener le tabou des menstruations. Une autre piste intéressante, en tout cas, ma préférée de tous, en l'an 2000, Robert McElvain, qui est un historien, a inventé le terme « syndrome non menstruel ». C'est pour décrire la jalousie ou l'envie de se reproduire. Donc, ça a vraiment conduit des hommes à stigmatiser les menstruations puis dominer les femmes pour comme compenser psychologiquement le fait qu'ils ne peuvent pas faire, ben, que biologiquement, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ça, c'était comme une théorie. Là, je me suis poussée là-dedans, mais bon. Même, j'aime bien cette théorie. Ah bon, hein? Ouais. Ça fait. J'apprécie. Puis, une autre théorie était les effets toxiques du sang. Donc, c'est ça. Il y en a plusieurs qui disent que le sang menstruel a des effets toxiques et que ça rendrait malade, donc aussi les maladies de la femme, là, quand on parle des menstruations. Bien sûr, on sait maintenant que le sang des menstruations n'est pas toxique, là, mais ce point de vue a vraiment persisté longtemps tout au long du 20e siècle. Je vais juste donner 2 exemples rapides là, de fun fact, justement, de ça. En 1920, il y a un docteur qui invente le terme ménotoxine, après avoir conclu que des fleurs manipulées par une infirmière dans ses menstruations fanaient plus rapidement. Donc, juste le fait de tenir des fleurs parce que tu as des ménotoxines fait en sorte qu'ils se fanent plus rapidement. Donc, on est dangereuse quand même. Ouais, c'est dangereux, là. On ruine la nature. Ensuite, en 1952, il y a des chercheurs de l'Université de Harvard qui sont malheureusement, heureusement, des pionniers dans le domaine de la gynécologie et des traitements liés à l'estrogène, ont injecté à des animaux du sang menstruel. Mais ce sang menstruel-là contenait des bactéries, là, comme n'importe quel sang que quelqu'un se fait donner, il y a des bactéries, il faut le nettoyer. Donc, eux, ils leur ont donné directement comme ça. Puis, ils ont sorti des études en disant que c'est le sang menstruel qui a fait en sorte que ces animaux-là sont morts, etc. Donc, ça a vraiment comme persisté aussi dans la société, que c'est vraiment à cause du sang menstruel, puis pas plutôt à cause des bactéries qu'il y avait dans le sang que les animaux étaient morts. On s'entend que injecter du sang à n'importe quel être vivant, mais ça ne se fait pas juste de même, comme on ne fait pas juste accepter le sang dans notre être. Là, of course qu'ils sont morts, les animaux. Exact. Donc, pour défaire ce mythe-là, il a été réfuté là, à la fin des années 50. Donc, ça fait à peu près 60 ans là, que ce mythe-là a été démystifié. Puis ça, ben, ça laisse des traces là, dans nos pratiques puis dans notre vocabulaire. Bon, finalement, je ne pouvais pas passer à côté des critiques féministes dans cette conférence, donc je vais juste glisser 2-3 mots sur le changement de paradigme qui a eu lieu en lien avec la perception qu'on a des menstruations. Bon, donc là, je vous expliquais que dans le passé, la stigmatisation du sang menstruel impur puis des personnes dangereuses, c'est surtout fait en les restreignant dans la vie sociale, dans leur vie publique, puis justement, on les garde de côté quand ils sont dans leur menstruation parce qu'ils sont dangereuses. Toutefois, depuis le 20e siècle, la stigmatisation des menstruations, elle persiste toujours, là, elle existe encore, sauf qu'elle est comme dans un autre contexte ou sous une autre forme. C'est ça que les critiques féministes vont appeler la médicalisation des menstruations. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment que le discours médicalisé se concentre sur les aspects physiologiques, biologiques des menstruations lors de l'éducation des jeunes. On peut penser par exemple qu'on va leur montrer comment le cycle reproducteur fonctionne, comment contrôler leur corps, qui est vraiment comme physiologique, biologique, on ne parle pas de tout ce qui est social, culturel, etc. En fait, c'est que la médicalisation des menstruations va créer l'idée que les menstruations sont un problème de santé qui nécessite genre une prise en charge. C'est une condition qu'il faut traiter à l'aide de médicaments ou c'est ça. C'est pas une fonction corporelle naturelle.
Naturel ou magique ou incroyable ou genre une force, tu sais, comme tout ce qu'on apprend finalement dans les autres tables rouges où on cache que le cycle menstruel, finalement, c'est un power, tu sais. Exact. De mettre comme une condition de problème de santé, c'est incroyable. Il fait aussi une cause genre hygiénique, c'est un problème d'hygiène. Oui, exact. absolument. Aussi avec la médicalisation. Exactement, c'est comme, c'est rendu, justement, ils disent souvent médicalisation et crise d'hygiène des menstruations, que c'est vraiment la santé, là, encore une fois. Donc, puis là, tu m'amènes encore à ma prochaine diapo, fait que j'y arrive, mais ce qui est problématique là, avec le fait qu'on se concentre sur la médicalisation des menstruations, c'est que ça influence la façon dont les personnes menstruées vont se percevoir, puis comment elles vont gérer leur menstruation. Donc, ça va plus être, à chaque fois que tu as tes menstruations, c'est comme, bon, il faut que je me gère, il faut que je contrôle mon corps, il faut le cacher, il faut ci, il faut ça. Tandis que c'est plus comme, ben, c'est une fonction incroyable, naturelle de mon corps, etc. Comme l'angle aussi que les gens qui ont des menstruations ont. Oui. Le paradigme, finalement, on n'est vraiment pas dans la même pensée. C'est ça. Enfin, justement, avec ce changement de contexte et de médicalisation, on peut parler du vocabulaire qu'on emploie maintenant pour parler des menstruations. Donc, pour éviter de parler des menstruations avec le discours médicalisant qu'on vient de vous expliquer, on raye de notre vocabulaire les mots hygiéniques et sanitaires. On utilise le mot menstruel là, à toutes les sauces. Là. Vous voyez, on peut l'accorder comme on veut, il se met partout. C'est déjà plus inclusif et on ne parle pas de médicalisation dans ce temps-là. En conclusion, il faut vraiment se rappeler que les représentations, les façons qu'on parle des menstruations sont importantes parce que ça influence comment les personnes menstruées vont vivre ça. Dans la gêne ou dans la confiance? Ça dépend. Ça commence avec le vocabulaire qu'on emploie nous-mêmes. En résumé, depuis des millénaires, le vocabulaire employé et les détours qu'on utilise pour éviter d'en parler avec les vrais termes perpétuent le tabou, le malaise qu'on a envers le sang des menstruations. Bon, j'ai fini. Je passe la parole à Audrey qui va vous parler de l'éducation pendant les menstruations puis qui perpétue aussi le tabou des menstruations. Oui, donc, l'éducation entourant les menstruations. Comme Sarah a dit, donc, parfois, on a l'impression que le tabou, ben, c'est chose du passé, mais il est encore très présent, et ce, même dans l'éducation qu'on fait auprès des filles. Justement, comme Sarah a expliqué, les conceptions éducatives, bien, quand on parle de menstruation, tout le vocabulaire qu'on utilise, bien, ça se voit aussi dans l'éducation qu'on fait par rapport aux menstruations. Donc, comme c'est écrit, les conceptions éducatives concernant la ménarche, c'est les premières menstruations. OK? Donc, quand on parle des premières menstruations, ça a changé au début, bien, à la fin du 19e siècle, avec la médicalisation du corps féminin. Parce qu'avant, tout ça, les menstruations, l'accouchement, bien, ça se faisait entre femmes dans le privé. On n'était pas à l'hôpital, il n'y avait pas de docteur, on faisait ça entre nous avec des sages-femmes, etc. Maintenant, ici, comparativement à autrefois, parce qu'avant, étant donné qu'on en parlait entre femmes, mais on gardait quand même les filles dans le silence. On ne leur expliquait pas vraiment qu'est-ce qui allait arriver parce que justement, on pensait que ça allait préserver leur virginité, finalement. Fait que là, ça pouvait être traumatisant. Ils pouvaient penser à leur première menstruation. Ils pouvaient penser qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient se vider de leur sang. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Fait que, bref, vous avez un bel exemple du film Carrie. Je vous encourage à aller regarder la scène qu'elle voit qu'elle est menstruée et qu'elle capote. Ça démontre un petit peu, c'est un bel exemple là, de nos perceptions aussi culturelles, aussi de toute la ménarche. Là. Bref, je ne vais pas rentrer dans le cinéma avec ça et tout. Mais bref, à cette heure, les jeunes filles qui tombent menstruées, ben, ils ne sont pas traumatisés parce qu'ils en ont entendu parler dans les pubs, ils en ont entendu parler par leur mère, leur sœur, leurs cousines, leurs amis, etc. Donc, ce n'est pas une expérience traumatisante. Par contre, j'ai été voir une étude, en fait, qui date de 2011, mais qui est encore super pertinente à ce jour. Puis je vous invite aussi à aller voir, il y a un article du Coup de pouce qui date de septembre 2021 qui relève exactement le même tabou. OK? Fait que cette étude-là s'est penchée sur les conceptions éducatives concernant les menstruations et le sang menstruel, mais aussi tout ce que
tout ce qu'on dit, le discours ambiant, comment les femmes, les mères parlent à leurs filles de menstruation, les brochures de Always, le dico des filles, donc toute une grosse méta-analyse de comment on parle des menstruations finalement. Donc, cette expérience-là de la ménarche, des premières menstruations, ben, il y a deux choses qui influencent l'expérience. Donc, il y a le savoir que les filles possèdent sur les règles, qui joue un rôle déterminant dans les sentiments qu'elles vont éprouver, okay? Donc leur connaissance, puis le contexte dans lequel elles font l'expérience de la ménarche. Donc, ben, comment ça s'est passé pour leur première menstruation. Ce qui a été relevé aussi par l'étude, qui est super intéressant, c'est que les filles sont encouragées à voir les premières menstruations comme un événement positif, mais le sang comme souillure. Fait qu'il y a vraiment une association de cet événement-là à la honte, au dégoût, puis on associe le statut de femme à une contrainte. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, comme je vous ai dit, là, dans les écrits éducatifs, le discours des mères à leurs filles, là, je vous dis, c'est une recherche de 2011, donc c'est pas très inclusif. On parle de filles de mères, pas de personnes menstruées. Donc, je précise ça, là, puis on encourage les recherches. Donc, comme on a dit au début, il n'y a pas beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Ça serait super intéressant de voir aussi les personnes non-binaires ou les personnes trans aussi, comment ils vivent leur menstruation, etc. Mais pour cette étude-là, dans le fond, la ménarche, les premières menstruations, c'est vu comme un changement de statut. Donc, on passe de fille à femme, fertile, etc. Donc, c'est célébré, c'est positif. Par contre, de la façon qu'on parle du sang, bon, c'est l'échec de la fertilisation, donc ça amène un débris. Ce débris-là, c'est un déchet qui doit être expulsé, ce qui veut dire que c'est une source de souillure, ce qui veut dire que c'est une source de honte, de dégoût. Fait que ça, c'est comment on en parle dans les publicités de Always, de Tampax, des brochures éducatives, le dico des filles, etc. OK? On fait référence à la flaque, à la tache. On ne fait jamais référence à du sang qui coule des parties génitales, qui coule du vagin. Okay? Le sang aussi ne doit pas laisser de taches, ni d'odeur, ni de traces. C'est vraiment présenté comme une évidence ou comme du savoir-vivre. Fait que si tu t'es taché, mon Dieu, tu n'as pas d'allure. Tu n'as pas su contrôler ce qui se passe avec ton corps, etc. Donc, ça renforce un petit peu cette perception-là qu'on a que c'est dégueu. Tu n'as pas des bonnes manières. C'est ça. Sérieux, c'est impoli. C'est ça. Là, aussi, dans notre discours éducatif, ben, on insiste sur l'hygiène. On a vraiment un devoir d'autocontrôle. Donc, non seulement il faut se laver la vulve puis le vagin vraiment intense tout le temps, OK? Il faut aussi prévoir qu'on va être menstrué, quand est-ce, où est-ce qu'on a les produits appropriés, est-ce qu'on a un pantalon blanc. T'sais, on peut penser à n'importe quelle publicité de produits menstruels, de joueuses de tennis habillées en blanc, de faire de l'équitation, OK? Name it, là, on le voit pas mal partout. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a une espèce d'intériorisation, que c'est une source d'embarras. Non seulement c'est une source d'embarras pour les filles qui sont menstruées, mais aussi pour les autres autour. C'est précisé, genre, il faut absolument cacher les tampons pour pas que les pères voient ou les frères, tu sais, parce que c'est gênant tout ça, OK? Fait qu'on est vraiment là-dedans. Ça tend à changer, là, mais ça continue à être comme ça. J'ai l'impression juste aussi que, tu sais, la source, le malaise, de le cacher pour les hommes, c'est aussi comme si on ne veut pas les rendre mal à l'aise, vu qu'eux ont tellement pas eu d'éducation, où on sait, tu sais, comme on a l'impression que les hommes, puis je pense que c'est une réalité, là, ils n'ont tellement pas d'éducation là-dessus que c'est pas tant nous qui est mal à l'aise de le montrer, mais c'est plus tu veux pas que l'autre soit mal à l'aise. C'est ça, c'est comme un cercle vicieux un petit peu, hein, l'œuf et la poule, tu sais, on parle de malaise et tout ça, mais c'est pas la faute de, en tout cas, là, je pourrais embarquer là, longtemps là-dedans. Il faudrait donc ben pas les rendre inconfortables. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'on va se gérer. C'est ça. Fait que là, aussi, dans cette étude-là, le sentiment de honte associé au ménage puis aux premières menstruations, bien, ça a rapport aussi avec le contexte. C'est sûr qu'il y a la précocité de l'événement. Si ça arrive à une fille avant tout le monde de sa gang d'amis, ça va affecter la manière qu'elle vit, finalement. Aussi au rejet de ce qui est féminin, tout ce qui est stéréotypiquement féminin ou ce qu'on associe à la féminité, bien, c'est sûr que si déjà la personne vit une dysphorie de genre ou n'importe quoi, ben ça ne va pas être une expérience
agréable pour cette personne-là, finalement. Il y a l'expérience des mères avec les menstruations. Tu sais, c'est sûr que même si on essaie de donner une bonne éducation positive par rapport aux menstruations, mais que ça fait 20 ans qu'on souffre, puis qu'on a donc mal, puis qu'on vit mal aux menstruations, mais c'est difficile de donner une éducation positive par rapport à ça. Il y a le réseau social des filles, donc toutes leurs amies, les cousines, et tout ça, mais il y a aussi les moqueries des garçons, autant les frères, les pères, mais aussi les garçons qui vont se moquer des filles qui se sont tachées à l'école, puis des trucs comme ça. Ce qui m'amène à poser la question, okay? Parce qu'on parle de la ménarche pour la puberté chez les filles, mais on parle aussi de la spermache pour la publicité. La puberté des garçons, tu sais, c'est comme le ballon, finalement. Fait que c'est le fun de penser au double standard qu'on peut voir là-dedans. Comment qu'on parle de la première éjaculation, tu sais. Est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'on dit aux garçons, il faut vraiment nettoyer ses draps après, il ne faudrait surtout pas que personne soit mal à l'aise en voyant ton sperme, il ne faudrait surtout pas que quelqu'un sache que tu t'es masturbé ou que tu as eu une émission nocturne. Bref, tu sais, il est là le double standard aussi de voir comment on traite ce genre d'expérience-là entre les genres. OK? Puis, une autre réflexion aussi, c'est pourquoi donc est-ce que le sang menstruel provoque plus de réactions de dégoût que le sang qui découle de la violence qu'on peut dire gratuite? Tu sais, on regarde Game of Thrones, on regarde des films qui sont genre super violents, tu sais, il y a du sang partout, ça me fait rien, mais quand on voit du sang menstruel, par exemple, c'est dégueulasse. On est donc bien, oh my God, on est donc bien outrés, c'est donc bien dégueu. Quand on parle de violence sexuelle aussi, il n'y a jamais personne, les hommes ne sont pas autant, là je dis les hommes en général, ça se peut qu'il y ait des exceptions, OK? Mais socialement, il y a vraiment plus de dégoût par rapport au sang menstruel que n'importe quelle autre violence. Et le pire, c'est que ce sang-là est le seul sang qui ne découle pas de violence. Okay? Donc, c'est intéressant de savoir aussi, puis je vous amène à réfléchir à ça, comment notre corps, encore un double standard, comment notre corps est célébré quand on met au monde des enfants. Okay? Les menstruations, qui sont une condition préalable à la grossesse, sont censées être cachées, mais dans le fond, le corps menstrué se transforme rapidement en faiseur de miracles. Donc, on est enceinte, on met au monde des enfants, c'est donc bien un miracle, mais quand tu es menstrué, par exemple, il ne faudrait surtout pas le voir, il ne faudrait pas voir ce sang-là, c'est dégueulasse. Mais pourtant, c'est le même sang, tu sais. Fait que c'est ma petite réflexion et je passe la parole à ma collègue Valérie. Merci Audrey. Bien, c'est intéressant que tu parles de dédain et les rapprochements qu'on peut faire entre les corps menstrués. En fait, on peut faire aussi des rapprochements entre le dédain et la perception négative que plusieurs femmes peuvent avoir de leur sexe, puis le dédain des menstruations. Donc là, on parle de sexe, leurs organes, mais aussi leur sexualité. De façon similaire à la honte qu'on associe au corps menstrué, il y a plusieurs femmes qui vont aussi adopter des pratiques normatives sur leur corps pour les gérer, spécifiquement en contexte de sexualité. Donc, on parle ici, vous pouvez lire à l'écran, se raser, s'épiler, se maquiller, surveiller son poids, son alimentation, etc. Il y en a plein. Et ces pratiques normatives-là vont surtout être pratiquées en contexte de relations hétérosexuelles. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, là-dessus, il y a des petites statistiques ici là, dans l'encadré. Il y a une recherche qui s'est penchée là-dessus. Puis, ils ont relevé que 3 hommes sur 10 décriraient le sexe pendant les menstruations comme étant dégoûtant. Puis, près de 4 hommes sur 10 qui jugeraient ça inapproprié. Inapproprié. Genre complètement inapproprié. T'es censé faire quoi? C'est ça, c'est inapproprié. Les étiquettes sur le sexe pendant les règles, ça renforce une fois de plus l'idée de honte qui est trop souvent ressentie par les femmes. D'ailleurs, il y a 1 femme sur 3 dans cette étude-là qui rapporte s'être fait refuser du sexe parce qu'elle était dans sa semaine. Et ça mène près de 6 femmes sur 10 à éviter d'initier des rapports sexuels alors qu'elles sont menstruées. Et tout ça, ça va faire en sorte que cette étude-là a aussi rapporté qu'il y a à peu près 4 femmes sur 10
qui vont performer un autre type d'acte sexuel puisqu'elles ressentent la pression de le faire pour compenser. Mais je comprends pas. De quelle pratique? On parle ici de la fellation, bien entendu. Donc, encore un travail féminin quand c'est nous qui sommes menstrués pour gérer les hommes avec qui on est peut-être en relation. Donc, je vous laisse faire vos réflexions par rapport à ça. Pour en parler davantage, j'ai trouvé une étude qui parle des perceptions des femmes face au sexe pendant leur menstruation. C'est une étude de 2011 d'une chercheure qui est assez connue dans le monde féministe, qui s'appelle Brianne Faz. Vous avez le titre de son article ici. Puis en général, Brianne Faz, dans cette étude-là, s'est penchée sur les interprétations et les rationalisations des femmes d'avoir ou non des relations sexuelles pendant leur menstruation. Donc, en général, dans ces résultats, l'auteur va séparer les vécus des femmes en deux catégories d'attitudes. Les attitudes négatives, puis les attitudes positives face au fait d'avoir des relations sexuelles pendant leurs règles. Donc, pour ce qui est des attitudes négatives, l'étude a trouvé que la majorité des participantes adoptaient plutôt des attitudes négatives face au fait d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations. On parle ici de douleurs physiques, attitude négative. C'est sûr que si tes menstruations sont terribles et tu as des crampes menstruelles à côté, ben, ça ne te tente peut-être pas d'avoir des relations sexuelles. Donc, ça, on peut comprendre. Mais il y a aussi d'autres choses qui étaient intéressantes, comme par exemple le travail physique des femmes. Le fait de devoir s'occuper de nettoyer les draps, s'occuper de s'assurer de ne pas tacher, etc., des choses comme ça. Ils sont encore liés au tabou, là. Encore liés au tabou, la souillure. La souillure. On peut penser aussi aux réactions de dédain d'un partenaire homme, la perception de soi qui est négative, peut-être encore plus pendant nos menstruations, contrairement à, par exemple, une perspective qui serait plus comme dans la célébration ou dans le repos, ou peu importe. Puis finalement, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est surtout le travail émotionnel qui vient avec le fait de proposer la sexualité pendant nos menstruations, parce que ça mènerait à une gestion des émotions ou des jugements du partenaire masculin. Donc, ici, c'est une citation là, que vous trouvez dans l'encadré d'une participante qui note à quel point, elle, ça l'intéresse zéro, le sang, c'est une saleté, elle n'a pas envie de gérer ça. D'un autre côté, il y a aussi les participantes qui ont nommé qui avaient des attitudes plutôt positives. Donc, pour elles, c'était vraiment, ils ressentaient un plaisir sexuel pendant les relations sexuelles, pendant leur menstruation. Ces participantes-là, ils ont nommé une certaine rébellion envers les attitudes anti-menstruelles, comme une attitude subversive, tu sais, comme, ouais, on va reprendre le pouvoir sur nous, puis comme, si tu n'es pas dans avec ça, ben c'est pas parce que je suis dégueulasse, moi, je suis incroyable, tu sais. Et pour renchérir là-dessus, tu sais, ces femmes-là vont être plus dans le fait d'accueillir leur corps naturel, vont affirmer leur féminité ou leur womanhood. Donc, on va être plus dans cette perspective-là pour quand on adopte des attitudes plus positives par rapport à la sexualité pendant les menstruations. Donc, vous pouvez voir aussi un témoignage d'une femme lesbienne de cette étude-là qui témoigne que son expérience est incroyable, que sa partenaire l'a fait sentir bien, que c'était une preuve d'amour pour elle, etc. Donc, on peut vraiment voir le portrait de cette étude-là, ça nous permet de bien voir comment les attitudes sont polarisées au sujet d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations. Mais donc, comment on fait pour apprivoiser possiblement une sexualité pendant les menstruations? C'est la grande question, c'est peut-être le croustillant de la présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'on peut vous nommer, c'est de voir où vous-même, vous en êtes rendu là-dedans, personnellement. Vraiment se sonder, là, est-ce que moi, je suis confortable avec le fait d'avoir une sexualité pendant mes menstruations? Ou au contraire, est-ce que c'est pour moi une période de repos, de ressourcement, etc.? Ensuite, on peut se pencher sur la question du consentement, ce qui veut dire d'en discuter avec son ou sa partenaire et de respecter les limites de chacun, chacune. Bien entendu, même si on est menstrué et qu'on veut quand on parle de relations sexuelles, dans le fond, on ne peut pas vraiment écarter la question des CSS. Donc, en tant que sexe-maîtresse, on vous encourage à vous protéger lors de vos relations sexuelles. Ce message est sponsorisé, non, c'est pas vrai. Juste une petite question. Oui, vas-y.
J'avais entendu dire qu'il y avait plus de risques d'attraper des ITS quand tu étais menstruée parce qu'il y avait comme des petites lésions dans le fond, dans le canal, puis dans l'utérus, puis que ça pouvait être plus propice aux ITS. Donc, le condom était vraiment le meilleur ami pour avoir des relations sexuelles dans ces menstruations. Est-ce que... Oui, puis on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de mélange de fluides. Hein? Oui, il y a comme un de fluide de plus. plus. C'est sûr que ça fait des portes d'entrée. C'est ça, oui, c'est les portes d'entrée. Ce que tu nommes, Erika, c'est les portes d'entrée. Donc oui, effectivement, j'ai pas vraiment trouvé d'études qui disaient exactement ça, mais c'est fort probable. Okay. C'est pas mauvais, mettons, de se protéger. C'est bon. Puis en même temps, je me dis, tu sais, plus de fluide aussi, il y a de la lubrification naturelle qui se fait. Exactement. Bien, ça m'amène aux avantages que les personnes ont nommés d'avoir des relations sexuelles pendant leur menstruation. C'est aussi une façon d'apprivoiser possiblement le fait d'avoir une sexualité pendant nos menstruations, de considérer les avantages, d'en entendre parler. Donc, les femmes ou des personnes, excusez-moi, qui ont eu des relations sexuelles pendant leur menstruation, il y en a qui témoignent que les douleurs menstruelles étaient atténuées, que le fait d'avoir des orgasmes, ça peut produire des endorphines qui peut aussi réduire la douleur, ça peut réduire le stress qui aide toujours. Le vagin, comme tu dis, est plus lubrifié qu'à l'habitude, donc ça peut nous aider, voire même rendre les relations sexuelles plus agréables pour certaines personnes qui auraient des problèmes de lubrification, par exemple. Puis, bien entendu, les chances de tomber enceinte sont vraiment moindres, donc on peut ressentir plus de liberté, avoir une meilleure capacité de vraiment se laisser aller, ce qui peut aussi aider à ressentir plus de plaisir sexuel. Finalement, on aimerait nommer que le sexe oral et le cunnilingus est une option qui est possible. Il peut avoir un petit bout de sang présent, mais s'il y a consentement et ouverture, bien, tous les paris sont ouverts. Donc, voilà. Finalement, après être allé comme vraiment dans le vif du sujet, là, on voulait juste prendre un moment sur cette diapositive pour se poser. On aimerait vraiment rappeler à tout le monde aujourd'hui que peu importe où vous êtes rendu dans les éléments que vous voyez sur la diapo, là, on a de gérer une serviette menstruelle à arroser ses plantes avec son sang. En termes de confort avec ces choses-là, les menstruations, le sang menstruel, les produits menstruels, etc., c'est juste de continuer à se poser des questions, puis de tenter d'y répondre vraiment pour nous-mêmes, tout d'abord, puis de juste cheminer tranquillement là-dedans. C'est parce qu'on ne voulait pas non plus que ça soit prescriptif de comme, là, vous devez faire du sexe pendant vos menstruations, sinon vous n'êtes pas féministe ou c'est pas ça. Là. C'est vraiment, on se pose des questions, puis petit à petit, on déconstruit un peu la honte, le dégoût par rapport à ça. Exact. Puis je pense qu'il y a aussi une autre chose qui peut être intéressante, c'est de dire, ben, si on est avec un partenaire avec qui on se sent à l'aise d'en parler, puis on a le goût d'avoir cette expérience-là, on n'est pas obligé non plus d'avoir notre première relation sexuelle menstruée, genre la journée 2, où c'est comme... Exact. On peut choisir nos timings pour que ce soit moins abondant, puis c'est justement, il y a moins de fluide à gérer, puis c'est une bonne porte d'entrée peut-être pour celles qui ont envie d'essayer. Absolument. C'est un bon conseil. Puis, encore une fois, c'est vraiment de l'essai-erreur aussi. Si vous essayez puis finalement vous êtes moins à l'aise, vous n'aimez pas ça, c'est juste de se poser les questions puis vous n'êtes pas obligé, encore une fois. C'est peut-être pas pour vous. Oui, vas-y. Bon, là, on arrête de parler de sexualité un petit 2 minutes. On veut vous parler des initiatives qui existent un peu partout là, pour déstigmatiser le sang menstruel ou les menstruations. On peut penser tout d'abord aux initiatives de plus en plus nombreuses dans les livres pour enfants ou pour ados. Ici, on a mis 3 suggestions, mais évidemment, là, vous pouvez les écrire dans le chat si vous avez d'autres suggestions. Je suis certaine que les personnes de Madame Lepari vont peut-être plus de suggestions. On a tout d'abord le livre à colorier de Adventures of Tony the Tampon. Ça avait l'air vraiment le fun de pouvoir colorier ça. Puis encore une fois, ça déstigmatise, de voir des enfants dessiner ça, ça doit être incroyable. Ensuite, on a proposé 2 autres livres là, d'Élise Thébault et Marion Mal. Alors voilà pour les livres. Oui, il y a aussi des applications mobiles qui sont devenues un moyen en 2021 pour tenter de se reconnecter à notre corps cyclique. Les applications mobiles que vous voyez à l'écran
il fonctionne en général en traçant le cycle, puis vous pouvez mettre à jour les changements que vous remarquez dans votre cycle. Certaines de ces plateformes-là sont dites intelligentes, ce qui veut dire qu'elles tentent de prédire aussi le cycle menstruel puis les périodes de fertilité. Il y a certaines critiques, par contre, que ça revient un petit peu à la médicalisation, l'espèce de devoir de contrôle des menstruations, que ça peut tendre vers ça. Mais encore une fois, hein, c'est votre choix, là, finalement. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Là. Oui, c'est ça. Puis que c'est ancré un peu comme dans le biologique, tu sais, compter les jours, quantifier le montant de votre flux sanguin, etc. Il y en a quelques-unes qui nomment comme les émotions, mais ça pourrait être mieux, là, mettons. Aussi, d'autres initiatives gouvernementales ou communautaires, ben, il y a la campagne campagne rouge de la vie en rouge, pardon. Donc, ça, c'est une campagne du RQASF. Puis, vous pouvez aller voir sur Instagram, il y a vraiment plusieurs, il y a des trucs artistiques, plein de choses, plein d'informations à aller chercher qui est vraiment fun. Madame Levary en fait partie, si je ne me trompe pas. Oui, on a supporté la campagne aussi de la vie en rouge, puis on est très proche du RQSAF. On les aime beaucoup. Exact. Il y a aussi le film que vous pouvez aller voir sur Netflix, Period, End of Sentence, qui a été tourné en Inde. Puis là-dedans, il y a le PAD Project. Si vous regardez le film, vous allez comprendre, c'est vraiment une belle initiative aussi. Il y a de plus en plus de compagnies aussi quand on pense juste à notre ville, là, à Montréal, mais aussi à travers le Québec. Il y a de plus en plus de compagnies, de cafés, d'écoles qui distribuent des produits menstruels. Il y a aussi un projet pilote en ce moment à Montréal qui va offrir des produits menstruels à l'hôtel de ville, dans les bibliothèques municipales, au jardin botanique. Donc, on espère à un moment donné que ça va être accessible vraiment partout finalement. Là. J'ajouterais à ça juste la campagne Sans déchets, S-A-N-G, déchets. On a parti donc en 2019 et by the way, j'ai envie de célébrer que, tu sais, on est passé de 4 villes à 40, je pense qu'on est rendu à 45, 45 municipalités qui offrent maintenant 50% de remboursement sur des produits d'hygiène menstruelle réutilisables. Donc, ça inclut la coupe menstruelle, les serviettes lavables et les culottes Madame Levary, of course. Moi, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment partie de l'idée, comme vous disiez de votre présentation, que le sang menstruel doit être désassocié d'être un déchet. Et je pense qu'une fois qu'on change quelque chose qui est ancré dans la tête, je pense que les actions suivent de façon plus cohérente quand on change à la source. Donc, merci d'avoir aimé tout ça. C'était du bonbon à vos oreilles. Bien, pour faire du pouce là-dessus, une autre façon, comme tu dis, Erika, de déstigmatiser puis d'enlever que le sang est un déchet, c'est de le montrer. C'est de le montrer, de le célébrer même. Puis, il y a des personnes qui ont décidé de partir les mouvements d'art menstruel qui consistent à faire de l'art avec le sang menstruel. Donc, ici, vous pouvez voir des photographies, mais il y a aussi des artistes qui ont décidé de peindre avec leur sang menstruel. Donc, ça... Puis il y a aussi, un moment donné, quelqu'un qui a filmé les réactions des gens qui voyaient les œuvres d'art. Puis c'était comme, ça fait des caillots. Tu sais, c'est comme, oui, ça fait des caillots. Comme... Ça permet vraiment d'enlever le tabou que c'est dégueulasse. Là. Ça peut être beau, finalement. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en haut, là, il y a Rupi Kaur qui a fait une photo où elle est couchée, là, puis elle attache son drap qui a été censuré sur Instagram. Donc, le tabou est encore présent. À votre droite, vous voyez aussi une activiste musulmane américaine de 26 ans qui s'appelle Kiran Gandhi, qui a couru le marathon de Londres sans protection menstruelle. Donc, c'est une façon de déstigmatiser le truc, c'est qu'on regarde jusqu'à de courir un marathon en étant menstrué. Ouais. C'est ça qui est ça. Je vais juste en rajouter une bonne. Oui. Je ne me souviens plus du nom de l'artiste, je pourrais le retrouver. Je pense que c'est Sarah Langby qui a dessiné la face de Donald Trump avec son sang menstruel en réaction à toutes les, justement, les commentaires dégradants complètement horribles de Donald Trump. C'était comme, elle a créé, et c'est vraiment beau, là, je vais essayer de retrouver le nom pour le mettre dans le chat. Ah ouais, mon Dieu, ouais. Ça va permettre de vraiment se réapproprier le truc quand on regarde In Your Face.
Ouais, puis provoquer aussi, là, je veux dire. C'est Ouais, comme ça c'est qu'on ça. fait des Oui, révolutions. quand là. même. Faut un peu. Lucam! Puis finalement, bon, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce qu'il y a à retenir, là, c'est au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Ben, dans le fond, la première chose, c'est de faire preuve de bienveillance envers notre corps, envers nos menstruations, d'en parler, d'utiliser les vrais mots, comme on a dit avec le vocabulaire. Le fait d'en parler avec les vrais mots, ça déstigmatise aussi. S'éduquer, éduquer les personnes autour de nous, peu importe leur genre. Donc, laisser traîner des tampons chez nous, même s'il y a le papa et les frères, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. On n'a pas à cacher les tampons ou les produits menstruels. It is what it is, OK? Puis finalement, ben, encourager les initiatives locales et internationales qui aident à déstigmatiser le tout. Puis là, je ne pouvais pas plugger quelque chose d'ultra féministe pour la fin. Donc, je vous la lis. Considérer les femmes impures et sales pendant leur menstruation, c'est accepter une série de paroles et d'actes qui entretiennent un ordre social hiérarchique entre les genres. Contraindre les personnes menstruées à s'isoler ou à se taire au sujet de leur corps, c'est prendre le pouvoir et jouir des privilèges qui en découlent. Les tabous sur la sexualité féminine et sur les menstruations se briseront en même temps que le système patriarcal sera démantelé. Yes! Donc, c'était notre conclusion. Je pense qu'on a dépassé pas mal de notre timeline. Mais Parfait. Vous êtes right on time. On serait rendu à la pause artistique. Est-ce que c'est maintenant? Non, même pas. On va faire... Est-ce que c'est la pause artistique ou c'est la pause... On va faire la pub Le Vari avant. Génial. D'abord, moi, je suis juste flabbergastée d'avoir vu cette présentation-là. J'ai l'impression que c'est comme ça remet tous les blocs ensemble. Ça me permet aussi de... Tu sais, c'est pas des choses tant nouvelles d'apprendre, mais de les voir sous cet angle-là puis de les rapatrier. Je trouve que c'est là la valeur de votre présentation ce soir pour moi. Puis je veux juste vous remercier du fond du cœur. J'ai l'impression d'être retournée quasiment dans une présentation scolaire, universitaire, puis j'étais comme, mes neurones, tout mon mind était super actif. Fait que merci, vraiment. Merci, ça fait plaisir. Puis merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir écrit dans le chat. C'est pas fini, mais on a donné tout le stock qu'il fallait donner. Yes. Donc, pour la suite, on va avoir une petite pause publicitaire et une pause artistique. Pour débuter la pause publicitaire, j'ai envie de dire que plus que jamais, avec Mme Levary, on a besoin de nommer que notre culotte menstruelle, c'est pas une culotte menstruelle comme les autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de culottes menstruelles qui voient le jour. Avec Olivia, quand on a commencé, il y a 5 ans, on avait justement notre petit panneau au Tam Tam Mont-Royal qui disait menstruation sans déchets, menstruation positive et zéro déchet. Puis là, les gens, là 5 ans, c'est encore pire, là, le stigma puis le tabou. Donc, il y a eu comme tout un travail qui a été fait. Et là, maintenant, je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de culottes menstruelles sur le marché. Mais j'ai envie de nommer que la nôtre, elle est différente. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, j'aimerais vous montrer comment fonctionne la culotte Mme Levary en live via un petit vidéo. Et j'inviterai Olivia à faire la présentatrice parce que c'est une master publicité. Ben, comme on sait, à chaque mois, c'est le party dans nos culottes et c'est pour ça qu'on a inventé notre culotte menstruelle à notre sauce. Donc, je vous présente la belle culotte bikini qui est notre modèle de jour. Puis dans le modèle de jour, il y a une protection qui est intégrée, mais aussi un système de serviettes amovibles dans lesquelles vous pouvez laisser couler votre sang comme une belle fleur de printemps. Puis une fois que votre pad est, je dirais... qui doit être changé parce que vous avez besoin de retrouver une sorte de confort, vous pouvez reprendre un pad et le mettre dedans. Chaque paquet de jour vient avec 3 serviettes amovibles. Yay! Thumbs up! Good job, Ali, pour la suite. Donc, ce qui permet de nous... En fait, Mme Levary et les culottes menstruelles, c'est ce qui nous permet, en fait, de tous les mois, de vous offrir aussi cette présentation avec des invités différents à chaque mois. Donc, on est super heureuse de continuer ça. Puis, si vous n'avez pas encore de Mme Levary et que vous cherchez une protection réutilisable, vraiment, vous allez tomber en amour. Je pense qu'on a
des reviews amazing. À chaque fois, Juline, qui est notre service client, reçoit toujours les reviews, puis c'est le fun, elle nous les met dans notre Slack d'équipe. En début de semaine, elle nous met des petits loves du jour, puis là, on a une reviews. Donc, bref, pour ceux qui sont intéressés, on vous offre ce soir un code promo. Donc, Marie-Aude va mettre le code promo dans le chat. Et si vous en avez déjà, vous n'avez pas besoin de protection, n'hésitez pas à partager le code promo avec des gens autour de vous qui peut-être vous seraient intéressés à tester la culotte menstruelle Madame Levary. C'était la fin de la pause publicitaire. Et maintenant, les sex-maîtresses, je vous invite à nous amener dans la pause artistique. Juste avant, et on a 2 questions pour les produits. Je voudrais te les poser tout de suite pendant qu'on est là-dedans. Émilie demande, pour un flux moyen, on peut avoir à changer au combien d'heures pour une journée à l'école, mettons? Oui. Normalement, donc chaque culotte vient avec les 3 serviettes amovibles. Normalement, pour un flux moyen, donc modéré, c'est suffisant pour passer la journée. Il y a certaines femmes qui vont avoir 2 culottes ou qui vont juste ajouter des pads. Il y a possibilité d'ajouter comme 1 ou 2 pads de plus si vous voulez pour passer la journée. Mais vraiment, le 3, c'est pour un flux modéré. Donc, vous pouvez penser qu'une serviette amovible Madame Levary est l'équivalent d'une serviette régulière un petit peu plus. Donc, vous pouvez vous caler là-dessus pour calculer le nombre de serviettes que vous auriez besoin. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu avais dit 2 questions? Oui, bien en fait, ça répondait, la personne demandait si, sans les protections amovibles, est-ce que la culotte elle-même a déjà une protection? Tout à fait. En fait, si on utilise la culotte sans les pads, c'est l'équivalent d'un protège-dessous. Donc, c'est génial pour des journées de flux léger vers la fin du cycle quand on est en mode spotting. Ou bien, si on porte la coupe et on a besoin d'avoir un petit backup, c'est vraiment efficace 100%. Une dernière question qui vient de popper. Quel est le tissu? Le tissu, c'est du coton. Tout ce qui est en contact avec la peau, c'est du coton. Puis, à l'intérieur des culottes, finalement, on travaille avec 3 différents types de tissus, dont un qui s'appelle du pioul, qui est la portion qui est anti-fluide, vraiment, qui permet que les fluides ne traversent pas. Super, merci. Pour plus de questions par rapport aux culottes, il y a plein de vidéos sur le site web sur comment les laver, comment les utiliser, comment les changer. Fait que je vous invite à aller fouiller sur notre site web de Madame Levary. N'hésitez pas à nous écrire. Juju répond sur Facebook, Instagram, c'est Gabrielle. Puis on est là pour répondre à vos questions. Merci les filles.